Bonjour, bienvenue donc, toujours dans ce cours de modèle linéaire appliqué. Donc, je vais vous faire une petite capsule un petit peu orthogonale au reste, donc qui est toute petite en plus. C'est juste pour parler d'un point que j'ai pas du tout évoqué pour l'instant, qui est l'histoire de mettre des poids éventuellement dans notre régression. Donc, c'est assez classique en statistique de se dire bah, j'ai un échantillon, mais peut-être que j'ai des poids. Donc, c'est classique, par exemple, en technique de sondage. Là, ce qu'on va voir, c'est pourquoi déjà je pourrais mettre des poids et qu'est-ce que ça change d'un point de vue modélisation. Okay. Donc je vais basculer là encore sur mes transparents, comme toujours. Hop. Donc on est dans ces histoires de ce qu'on va appeler régression pondérée. Donc l'idée, c'est de mettre des poids, ce qui va s'appeler, dans une terminologie anglo-saxonne, un weighted least square. Okay. Donc on va mettre des poids, donc des weights, dans mes moindres carrés. Okay. Donc je vais commencer par essayer de motiver le problème et expliquer pourquoi ça aurait du sens de mettre des poids, et puis après, juste se poser la question de mais est-ce que ça change beaucoup les choses dans mon modèle et si oui, comment est-ce que je peux construire mes estimateurs et ce genre de choses. Ok. Quand est-ce que le problème se pose? Le problème va se poser quand. Donc, je vous ai dit, les observations YI, assez souvent, je les vois comme étant des individus, donc c'est pour ça qu'on note ça I. Donc, mon I va être un individu. Sauf que dans pas mal de cas, on a ce qu'on appelle des données agrégées. Voilà. Donc les problèmes des données agrégées, c'est un problème un peu compliqué, qui consiste juste à dire que. Alors, pourquoi je dis que c'est compliqué? Parce essentiellement, alors c'est un problème assez classique, j'ai peut-être pas le temps de parler de ça, qui est lié à ce qu'on va appeler éventuellement des problèmes d'ecological fallacy. Euh, il y a des livres très bien d'Andrew Gell-Mann sur le sujet, parce que c'est un problème assez classique en sciences politiques, qui consiste à poser la question de est-ce que le fait d'avoir des données agrégées au niveau d'un groupe vous permet d'affirmer des choses au niveau individuel. Un exemple très classique, et je reprends là aussi c'est un peu ce qui se cache dans mes données, c'est le fait qu'on agrège les données éventuellement par comté, par code postal, par État. Donc ici, j'ai juste des données par État. Donc j'ai 50 données aux États-Unis par État. Euh, euh, et, euh, et la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'il existe un lien entre le revenu et l'illettrisme? D'accord. Donc on pourrait se dire au niveau individuel, quelqu'un qui ne sait pas lire, a priori, touche moins d'argent. Okay. Donc on devrait se dire que le revenu doit baisser avec avec, enfin, le revenu doit être plus bas quand l'illettrisme est plus important. D'accord. Donc pour le vérifier, moi je pars de données agrégées. Il s'avère que dans ce cas-là, je pense que l'interprétation va s'observer, puis effectivement, je vais avoir une régression qui est plutôt avec une pente décroissante. Donc le revenu et l'illettrisme vont varier en sens inverse quelque part. Mais le fait que je le dise au niveau agrégé ne veut pas forcément dire que c'est vrai au niveau individuel. Donc c'est un problème d'ecological fallacy dans le sens où il y a beaucoup de contre-exemples pour lesquels, dès lors qu'on commence à agréger, les interprétations qu'on avait au niveau individuel ne marchent pas. Et en particulier, Andrew Gell-Mann, qui est à la fois statisticien et qui fait de la science politique, montre que quand on travaille sur les données des votes, euh, les votes qu'on observe, les proportions, par exemple, le revenu dans chacun des États et la proportion de républicains, par exemple, n'est pas du tout croissante. D'accord. Donc on devrait dire, de manière un peu simpliste, il y a beaucoup de sondages qui montrent qu'au niveau individuel, plus les gens sont riches, plus la chance pour qu'ils votent républicain est importante aux États-Unis. Alors il s'avère que quand on est sur des données agrégées, on n'a pas forcément du tout cette impression-là. On a l'impression qu'il y a beaucoup trop de gens pauvres en fait qui votent républicain. En tout cas, je vais le dire autrement, les États qui sont les plus pauvres ou les comtés qui sont les plus pauvres ont un taux de vote républicain qui est trop élevé par rapport à ce que ça devrait être, suivant cette théorie économique, mais qui est faite au niveau individuel. Donc, les données agrégées, les données individuelles, c'est toujours un problème en termes d'interprétation, mais le point sur lequel je veux insister aujourd'hui, c'est que c'est aussi un problème en termes de modélisation. C'est un problème en termes de modélisation, pourquoi? Parce que donc, je vais récupérer des données, donc je vais juste le faire en dimension 2, je vais faire des régressions simples sur mes données agrégées, je vais avoir des données qui sont des moyennes dans chacun des états. D'accord. Donc xi, ce sera la moyenne d'une variable qui peut m'intéresser dans l'état i, qui sera ma variable explicative dans l'état i, oui, qui pourra m'intéresser, et mes yi, ce sera la variable que je veux prédire dans mon état i. Donc je suis un petit peu désolé de la confusion par rapport à ma capsule précédente qui était sur la Nova, où ce qu'on disait c'était que le groupe était J.
Okay, là, le groupe va être I, et donc j'obtiens mes observations. Tout ça pour vous dire que mes données qui seront classiquement dans ma base de données, mes X et mes Y, avec une observation en I qui sera mon XI et mon YI, ce sera ma base classique, sauf que I, ce sera un état. Donc un état aux US. Donc par exemple, ici, j'aurai l'Arkansas. Okay, donc on a nos données par état. Et ici, j'ai mis mes points, puis j'ai fait une droite de régression. Donc j'ai fait ma régression du taux d'électrisme sur le revenu dans ma base de données. Okay, donc je veux savoir si mon revenu peut me... Si je vous dis que je suis dans un état riche, est-ce que ça vous dit quelque chose sur le taux d'électrisme dans cet état? Okay. L'intuition étant que si je vous dis que je suis dans un état qui est très riche, il y a des chances pour que le taux d'électrisme soit relativement bas. Et d'ailleurs, je me trompe, le point en bas à droite n'est pas l'Arkansas, mais l'Alaska. Okay, qui s'avère être un état très riche, pour des raisons tout simples qu'il y a du pétrole, okay, mais le taux d'électrisme est très élevé. D'accord. Donc on a cette régression-là, mais d'ailleurs, quand je vais faire une interprétation, quelque part, j'ai envie d'interpréter ça au niveau plus individuel, au niveau plus faible. Okay, peut-être en me disant que dans des quartiers où les revenus sont faibles, l'illettrisme est plus importante. Donc, je désagrège pas au niveau d'individus, je désagrège à des niveaux quand même plus faibles que les États, qui peuvent être des quartiers, qui peuvent être des écoles, qui peuvent être ce genre de choses. Okay, mais juste le fait de désagréger fait que normalement, je ne devrais pas pouvoir interpréter. Et en particulier, pourquoi j'ai un problème? J'ai un problème essentiellement parce que dans ma régression, j'ai des États qui n'ont pas du tout la même taille. Okay, je ne sais plus trop où est la Californie là-dedans, mais la Californie est incroyablement peuplée. Okay, donc si jamais je voulais raisonner au niveau individuel, je pourrais me dire, mais en fait, derrière ces États se cachent des milliers, voire des millions d'habitants. Si jamais j'avais eu accès aux données avec tous les habitants, j'aurais peut-être pas eu la même régression. Okay, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec le graphe en haut à droite, où j'essaie de vous dire, supposons qu'en fait, derrière chacun des États, j'ai tenu compte de la population. Alors, ce que je me suis amusé à créer, c'est de répliquer la base de données, donc en la répliquant proportionnellement à la taille de la population. Okay, alors, je ne sais plus exactement combien est-ce que quelle est la taille du plus petit État, mais supposons que le plus petit État ait 100 000 habitants. Dans ces cas-là, un point constitue 100 000 habitants. Quand vous avez un État avec 20 millions d'habitants ou 50 millions d'habitants, dans ces cas-là, ça fera plusieurs centaines de points. D'accord. Donc, ce que je voulais juste faire, c'est de me dire, derrière un point constitué par un État se cachent des milliers d'individus. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas comment se répartissent les individus, donc je m'étais dit, je vais juste les rajouter avec un petit peu de bruit autour. D'accord. Donc, en gros, je me contente de mettre un petit peu de dispersion autour, juste pour visualiser. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a cette régression qui se trouve ici. D'accord. Donc, ma régression et cette régression qui tient compte de la densité de population. Et ça, je peux le faire, en fait, tout simplement, en associant des poids à mes individus. D'accord. Donc, dans l'exemple de départ, ici, j'avais un XI et un YI, okay, avec XI qui se trouve sur cette valeur-là, et un YI qui va se trouver ici. Okay. Mais en fait, quand je fais ma régression, j'ai le droit de dire qu'il y a un poids. Okay. Le poids, ça va être la population. Donc, c'est exactement ce que je fais dans ma régression, où je vous le dis. Prends-moi l'illettrisme, que tu expliques par l'income, rajoute-moi les poids qui sont les poids de la population. Et je les ai en fait dans ma base. Dans mon data frame, j'ai 50 variables, 50 observations, les 50 états. J'ai 8 variables. Ceux qui m'intéressent, ce sont l'income et l'illettrisme. Okay. Mais je rajoute la variable de population, non pas pour expliquer quoi que ce soit, mais juste pour avoir des poids, pour dire, par exemple, là je regarde les deux premiers états. Okay. Dans mon premier état, j'avais je pense 3,6 millions d'habitants, et dans l'autre cas, j'avais 365 000 habitants. Okay, donc il y a déjà, juste entre mon premier et mon deuxième état, j'ai un facteur de 1 à 10. Donc c'est pas logique de se dire que dans ma régression, ce deuxième individu, ce deuxième individu est un poids qui soit équivalent à l'autre. Il y a potentiellement beaucoup plus de monde dans le premier état. D'accord. Donc on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière, parce qu'en fait, R peut le faire. D'accord. Donc derrière, on est capable de faire une régression avec des poids. Donc, je vais juste essayer de vous le formaliser. Le formalisme est très, très simple. C'est de dire, au lieu de s'intéresser à la somme des carrés des résidus, on va tenir compte de la somme des carrés des résidus pondérés par ce poids oméga i. Le poids étant la population. Pourquoi? Parce que ça veut tout simplement dire que si jamais j'ai une ville avec un État avec 10 habitants, dans ces cas-là, je devrais avoir cette différence de carré 10 fois. Si j'ai un État avec 1 million d'habitants, je devrais l'avoir 1 million de fois. Okay, donc mes poids tiennent compte du fait que, en fait, derrière, je devrais répliquer normalement plusieurs fois ces observations en disant,
chaque individu va prendre la valeur moyenne de son état. Okay, encore une fois, quand on fait un modèle en moyenne, ce n'est pas forcément très gênant de faire cette hypothèse-là. Okay, donc si on est tous d'accord sur le fait que les poids peuvent intervenir de cette manière-là, donc je vais juste associer un effet qui serait un effet d'exposition, qui serait un effet volume, d'accord. Donc si jamais derrière une observation se cache beaucoup de monde, bah, c'est normal de tenir compte du fait que de la démultiplier quelque part. Okay, donc je vais mettre le poids de manière tout simplement multiplicative. Donc ça c'est mon hypothèse forte, mais qui est relativement raisonnable, je pense, de dire ça. Bah, cette écriture-là, elle n'est pas très gênante. Pourquoi? Je vous renvoie sur les petites capsules que j'avais faites sur l'algèbre linéaire. C'est que cette chose-là, je peux voir ça comme étant, c'est plus exactement une distance euclidienne. Cette chose-là, je peux voir ça comme une norme L2, comme une distance euclidienne. C'est une somme de carrés d'objets. Okay, mais je peux voir ça comme un produit scalaire. En tout cas, comme une norme associée à un produit scalaire qui serait avec des poids. Donc ça, en fait, on peut montrer que ça s'écrit de la manière suivante. Si jamais je stocke mes poids dans donc mes poids, je les mets sur une matrice qui va être cette matrice diagonale. Okay, je peux montrer que cette somme des carrés des erreurs, au départ, j'avais juste mon y moins x bêta transposé multiplié par un y moins un x bêta transposé. Donc ça, c'était la valeur de gauche. Si jamais je multiplie au milieu par cette matrice oméga, et j'ai le droit, en termes de dimension, ça coïncide. Okay, là, tout simplement parce que cette première matrice était une matrice n fois p. Okay, ici, je vais avoir une matrice p fois p. Pardon, je le mets dans le mauvais sens. On va le refaire tranquillement. Ma matrice, elle est de taille n fois n. Okay, mais encore une fois, vu que j'ai ma transposée, ici, je suis bien sur une matrice qui va être P ligne n colonnes. D'accord. Donc, y moins x bêta transposé, ça contient n colonnes. Ma matrice oméga, elle est de taille nn. Okay, et de l'autre côté, je récupère bien ma matrice avec n lignes et p colonnes. Okay, donc en termes de dimension, ça correspond. La seule chose qu'il faut voir, c'est que cette écriture, elle va être potentiellement un petit peu moche à stocker, parce que si jamais vous avez 1000 observations, votre matrice oméga elle est déjà de taille 1 million. Alors, il s'avère qu'elle est très sparse, elle a beaucoup de zéros. Okay, donc d'un point de vue informatique, on est capable de gérer ce genre de matrice, puis formellement, ce n'est pas forcément ce qu'on fera. Mais on peut voir apparaître, comme j'ai une matrice qui est diagonale, en fait, j'utilise une notation matricielle, mais en fait, numériquement, on va oublier le fait qu'on fait des produits de matrice NN. D'accord. Mais voilà, formellement, en tout cas, je peux le faire. Et je peux tout simplement récupérer cette écriture-là qui me dit ce que je veux minimiser, c'est plus y moins x bêta transposé y moins x bêta, c'est y moins x bêta transposé oméga, y moins x bêta. Mais ça, c'est pas gênant parce que c'est une forme quadratique en bêta. Donc je suis capable de la dériver, de la dériver seconde. Et quand on dérive, bah, on voit toujours apparaître des choses qui ne sont pas si méchantes que ça. C'est-à-dire, au lieu d'avoir, je vous rappelle que classiquement, ce qu'on aurait dû avoir, ça aurait été quelque chose de la forme moins 2 x transposé y plus 2 fois x transposé x bêta, qui devrait être égal à 0. La seule chose, c'est que cette fois-ci, j'intercale un oméga ici. Donc j'intercale mon oméga ici et là. D'accord. Donc ma condition du premier ordre, elle ne va pas être si compliquée que ça. Ma condition du premier ordre, comment elle s'écrit? Elle va juste s'écrire sur cette forme-là, ce qui ressemble très très fortement à la condition qu'on avait sans les poids. Okay, quand j'essaie d'inverser cette matrice-là, donc je vais récupérer plutôt d'extraire mon coefficient bêta, je résous ma condition du premier ordre, je vais récupérer mon estimateur, donc qui est l'estimateur par moindre carré pondéré. D'accord. Donc dès lors que vous avez des poids, et je vais insister là-dessus un petit peu, peut-être trop longuement, mais encore une fois, c'est quelque chose qui sera très utile par la suite, parce qu'en fait, les poids, je vais pouvoir mettre à peu près n'importe quoi dedans. D'accord. Donc pour le moment, je vous le présente dans un cadre assez classique, qui est juste de dire que derrière une observation se cachent des agrégations, et donc j'ai des poids à mettre. Mais en fait, je pourrais mettre des poids de manière un peu artificielle. Je pourrais mettre des poids pour faire du lissage, je pourrais mettre des poids pour faire des GLM, je pourrais mettre des poids ici même pour faire une régression quantile ou pour faire autre chose. Je peux mettre toutes sortes de poids. D'accord. Donc le fait qu'on soit capable de faire une régression pondérée, c'est un résultat très très fort. Et c'est d'autant plus intéressant que la forme, en fait, elle est pas compliquée. Et en particulier, elle nous fait penser à celle qu'on avait dans les moindres carrés. Si vous avez des moindres carrés standards, vous dites juste, bêta chapeau, c'est x transposé x moins 1, x transposé y. Là, la seule chose qu'on voit apparaître, c'est cette histoire de oméga qui intervient au milieu. Et en fait, on peut même aller un petit peu plus loin, c'est qu'en fait, cette matrice, elle est diagonale, et tous les termes sont positifs. Donc en fait, il existe une version qui est la racine carrée de cette matrice, qui est juste la matrice de diagonale avec la racine carrée des poids. Et en fait, si jamais je transforme mes données, donc si jamais j'associe des poids à toutes mes variables,
y compris mes variables explicatives, d'accord, mes variables explicatives et ma variable à expliquer, bah, en fait, mon modèle avec des poids peut se voir comme un modèle avec des moindres carrés, tout simplement quand on a normé nos observations. Okay. Donc mon bêta chapeau, je peux le voir tout simplement comme des moindres carrés standards, sans poids, une fois qu'on avait transformé nos données, tout simplement en divisant par la racine carrée du poids dans chacune des observations. D'accord. Donc tout ça pour vous, voilà. L'essentiel de cette capsule, c'est de dire mettre des poids. Ça peut être intéressant d'un point de vue conceptuel, parce que ça me permet d'avoir des choses que je peux potentiellement mieux interpréter. Mais surtout, j'ai un outil qui est relativement pratique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors que j'arriverai à écrire un problème de cette forme-là, je vais pouvoir récupérer un estimateur par moindre carré très très simple. Okay. Alors, je passe un tout petit peu les détails, mais en fait, le fait que cette matrice soit inversible, c'est très très lié au fait que ma matrice X transposée X était au départ inversible. Donc le fait de mettre les poids ne va pas vraiment changer mon hypothèse H1. Okay. Et surtout, je peux l'interpréter comme étant une régression moindre carré standard, okay, à condition de faire une petite distorsion sur mes données, c'est-à-dire en divisant par la racine carrée des poids que je voudrais donner. D'accord. Donc on va garder ça en mémoire, parce qu'encore une fois, cet exemple de régression pondérée, elle réapparaîtra à plusieurs moments, parce que quand on fera des bricolages, quand on fera des manipulations, on verra réapparaître des poids avec une interprétation très différente, mais formellement qui vont toujours s'écrire comme cette équation qui se trouve en haut, qui sera une somme de carrés, mais multipliée par quelque chose. Ok. Donc je vais m'arrêter là pour cette petite capsule, et puis on se retrouve bientôt pour autre chose.